Je vais finalement faire une dernière vidéo sur ce chapitre pour expliquer la démonstration du point 2 de cette proposition 12. Je peux juste rappeler l'énoncé. Le petit 1, si on a un sous-espace vectoriel qui s'écrit comme l'intersection de m hyperplan, alors sa dimension est au moins égale à n-m. J'avais expliqué qu'on ne peut pas dire que sa dimension est exactement égale à n-m, puisque par exemple on pourrait prendre m hyperplan identique. Du coup la dimension elle serait clairement plus grande que n-m, elle serait tout simplement égale à n-1. Et par contre le point 2 qui dit tout simplement que quand on a un espace vectoriel, un sous-espace vectoriel de dimension n-m, il existe au moins m hyperplans tel qu'on puisse l'écrire sous forme de l'intersection de ces m hyperplans. Donc c'est ça qui nous restait à démontrer. Pour ce faire, on prend f, un sous-espace vectoriel de dimension n-m. Si f est de dimension n-m, je peux noter sa base comme ceci. Tout simplement, ici vous êtes bien d'accord qu'il y a bien n-m vecteurs. C'est une famille libre de E puisque c'est une base de f. On peut donc la compléter en une base de E. Maintenant je prends un vecteur x de E, je l'écris sous la forme sigma des xi ei. Donc les xi ce sont ces coordonnées dans cette base des ei. La première équivalence dit que x est dans f si et seulement si pour tout i xi est égal à 0. Xi, on avait démontré dans une vidéo précédente que xi ça vaut ei étoile de x. Donc c'est équivalent à dire que pour tout i, ei étoile de x est égal à 0, mais ei étoile de x est égal à 0, ça veut tout simplement dire que x appartient au noyau des ei étoiles. Donc j'obtiens x appartient à l'intersection de tous les kers de ei étoile. Donc finalement, on a démontré que f est égal à l'intersection de tous les kers de ei étoile. Donc il y a une chose importante, c'est cette équivalence en fait qu'il faut savoir justifier, parce qu'il y a un sens qui est évident. Le sens évident, c'est le sens de la droite vers la gauche. Évidemment, vous êtes tous d'accord que si, pour tout i compris entre 1 et m, les xi sont nuls, ça veut dire que dans cette somme, ça ne fait intervenir que des i variant de m plus 1 jusqu'à n, et les vecteurs m plus 1 jusqu'à n, ce sont bien des vecteurs de grand F, donc x sera bien une combinaison linéaire de vecteurs de grand F, donc x appartiendra à f. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui est un tout petit peu plus subtil à comprendre, c'est le sens de la gauche vers la droite. Tout simplement, si x appartient à f, x se décompose comme combinaison linéaire de ces vecteurs-là. Donc x s'écrira comme une combinaison linéaire des ei pour i variant de m plus 1 jusqu'à n. Et comme c'est une base de grand F, enfin comme E1 jusqu'à En est une base de grand E plus précisément, cette décomposition est unique. Donc les xi seront forcément nuls pour i variant de 1 jusqu'à m. Voilà. J'en profite, comme il reste un petit peu de temps, pour bien expliquer que du coup, maintenant, on a bien 4 caractérisations des hyperplans. Donc dans la vidéo précédente, je vous expliquais qu'on avait vu au chapitre 18 deux caractérisations, qui sont 1. La définition. Donc un hyperplan est un sous-espace qui admet pour supplémentaire une droite vectorielle. 2. La caractérisation avec le noyau d'une forme linéaire non nulle. Un hyperplan, c'est le noyau d'une forme linéaire non nulle. Et ici, on a deux caractérisations en dimension finie. Le théorème 10 qui nous dit que être un hyperplan, c'est équivalent à être un sous-espace de dimension égale à n-1. Et le corollaire 12 qui nous dit directement que un hyperplan, c'est quelque chose qui admet une équation de la forme sigma des ai xi égale 0, où les ai ne sont pas tous nuls, et où les xi, ce sont les coordonnées d'un vecteur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement dans les exercices, vous pourrez tout simplement dire « je reconnais l'équation d'un hyperplan », point final. Par exemple, si je vous donne cette équation-là, par exemple en dimension 3, vous me direz directement « je reconnais l'équation d'un hyperplan ». Bon, sauf que là, si on est en dimension 3, un hyperplan, ça veut dire un plan. Voilà. Donc, 4 caractérisations des hyperplans, dont 2 évidemment qui ne marchent qu'en dimension finie, et qui sont absolument très pratiques, aussi bien le théorème 10 que le corollaire 12. Donc souvent, vous oubliez ce corollaire 12, donc pensez-y. Et je répète, souvent vous oubliez aussi cette proposition 12, en particulier le point 2,
vous oubliez que un espace vectoriel de dimension n-m peut toujours s'écrire comme l'intersection de m hyperplan. Donc ça, ce sont des points importants.